Vision d'Afrique, votre émission avec le docteur Prince Bénécris sur Panafrique Télévision. Vous êtes sur votre émission Vision d'Afrique et votre chaîne Panafrique Télévision revient à vous pour débattre d'un sujet très important et pertinent que la Renaissance africaine, vision et réalité. Nous voulons dire que si il y a plus de 60 années aujourd'hui, l'Afrique n'arrive pas à décoller après les indépendances, c'est parce qu'à la base, il y a un défaut de vision. Et comme qui dirait, par manque de vision, le peuple connaît la perdition. Sans la vision, aucun peuple de la terre ne peut se développer. L'Afrique n'arrive pas à décoller en dépit d'innombrables ressources naturelles qu'elle regorge son sol et son sous-sol. En dépit de toutes ces potentialités, l'homme noir en particulier et les Africains en général demeure à la marge de l'histoire et de la société planétaire. Mesdames et messieurs, c'est un grand plaisir de vous retrouver, d'autant plus qu'en ce début d'année, l'Afrique doit s'interroger. L'Afrique doit réfléchir, parce que si nous ne réfléchissons pas, l'Afrique se réveillerait trop tard lorsque son sort aura irrévocablement été scellé par l'occidentalisme dont les projections hégémoniques sont telles qu'aucun autre peuple ne pourra relever la tête si ce n'est que l'impérium occidental. Mesdames et messieurs, comprenons que la vision, c'est la capacité d'un peuple de se définir dans les temps, de s'autodéterminer dans son espace et dans les temps. Quand vous n'avez pas de vision, même si vous disposez de grandes ressources, vous ne pourrez rien faire avec parce que vous n'avez pas une vision directrice. Vous n'avez pas un schéma que vous devez construire pour votre devenir. C'est cela le manque de vision. La vision, c'est savoir d'où l'on vient et où l'on va. L'Afrique, semble-t-il, ne connaît pas d'où elle vient ni où elle va. L'Afrique a donné au monde la première culture, la première civilisation. L'Afrique a jeté les bases de l'éclosion des cultures dans ce monde. Mais comment cette Afrique aujourd'hui peine à décoller? Comment cette Afrique aujourd'hui peine à prendre de l'envol et à s'émanciper? Au début du siècle, pratiquement en 1921, Simon Kimbangu s'est levé et a prôné les retours aux racines. Il a prôné les moments où l'Afrique devait connaître son épanouissement. Et il a placé ce moment à la 4e génération qui jusqu'aujourd'hui semble être indéterminée, dont on ne maîtrise pas encore les rouages, mais qui est vrai, il a mentionné que l'Afrique connaîtrait à un moment donné de son histoire une ascension, une expansion, c'est-à-dire une renaissance. Il l'a dit en termes de renouveau politique, de renouveau culturel et de renouveau systémique. Il a parlé de la fin du système de l'exploitation sauvage de l'Occident sur l'Afrique noire et il a parlé de l'émergence d'une pensée directrice, créatrice qui permettra à l'Afrique de se libérer de tous les verrous dominateurs de l'Occident ou d'autres peuples sur son destin. En 1946, Cheikh Anta Diop arrive. Il parle de la Renaissance africaine. Nous savons qu'il a vécu en Europe. Certainement qu'il s'est inspiré de la Renaissance européenne. Il a connu les moments où les Européens étaient dans le noir. L'obscurantisme battait son plein. L'Europe était malheureuse. Nos ancêtres à l'époque parlaient de la pauvreté blanche. Ils parlaient en patois. Mondelemputu, ça veut dire la pauvreté de la race d'un peuple qui quitte sa terre pour aller chercher du pain ailleurs. C'est ce que faisait l'Occident. Quand ils sont partis à l'étranger, ils ont découvert qu'il y avait le mieux vivre. Ils sont venus, ils ont décimé les populations, ils se sont établis. C'est dans la barbarie et par la barbarie que l'occidentalisme s'est développé et a conquis des terres. Mais Cheikh Anta Diop, quand tu as parlé de la Renaissance africaine,
n'a pas émis la double portionnalité qui incombe à cette renaissance. La rupture avec un présent malheureux et le retour à la racine qui porte les espérances futuristes qui pourraient, dans le présent, nous permettre d'avoir des bases qui pourraient déboucher sur une autonomie institutionnelle, politique, systémique, économique et culturelle réelle. En 1961, Che Guevara arrive en Afrique, au Congo particulièrement. Il parle de la Renaissance. En ces termes que le Congo est l'épicentre de la Renaissance de l'Afrique. L'idée donc de la Renaissance africaine ne se trouve pas seulement chez les Africains qui pensent l'avenir de l'Afrique, mais aussi d'autres peuples du monde qui ont été en contact avec l'Afrique et qui ont découvert non seulement les potentiels naturels de l'Afrique, mais aussi la capacité psychique de l'Africain à résister contre tous les assauts qui lui ont été opposés par le vent de l'histoire. Nous allons citer aussi Frantz Fanon qui a parlé de l'Afrique qui avait la forme d'un revolver dont la gâchette s'est trouvée au Congo. Une fois de plus, mesdames et messieurs, vous êtes sur votre émission Vision d'Afrique. Aujourd'hui, nous parlons de la Renaissance africaine. Nous allons faire un tour à la direction et nous allons retourner juste après ce reportage pour continuer sur cette thématique. La Renaissance africaine et les concepts selon lesquels les Africains et les nations africaines doivent surmonter les défis actuels auxquels est confronté le continent africain, ainsi qu'atteindre un renouveau culturel, scientifique et économique. Le concept de la Renaissance africaine a été développé à partir de 1946 par Cheikh Anta Diop dans une série d'essais qui sont recueillis dans son livre « Les fondements culturels, techniques et industriels d'un futur État fédéral d'Afrique noire » paru en 1960. Tout chef d'État africain est contraint de se proclamer, sinon panafricaniste, au moins partisan de l'unité africaine. Même les pires fantôches de l'époque néocoloniale se sont trouvés obligés de se dire favorables à l'unité de l'Afrique. Mais en pratique, aucun d'eux n'a consenti le moindre abandon de souveraineté qu'implique la construction d'une véritable union africaine. La création en 1963 de l'Organisation de l'Unité africaine, l'OUA, ancêtre de l'Union africaine, a consacré la funeste victoire des soi-disant modérés du groupe de Monrovia sous la conduite de William Tubman, avec à ses côtés les Senghor. Pour eux, Africa must unite. L'Afrique doit s'unir, certes, mais graduellement, pas à pas. Les plus lettrés d'entre eux, Senghor disait, par cercle concentrique. En pleine guerre froide, ils ont privilégié la recherche des compromis avec l'Occident. À l'opposé s'étaient nés les authentiques libérateurs du continent. Les groupes de Casablanca, sous la conduite de Mohamed V du Maroc. À ses côtés, les Nasser, les Lumumba, les Nkrumah, les Ben Bella, les Touré, respectivement égyptiens, congolais, ghanéens, algériens, guinéens. Si Nelson Mandela avait été chef d'État à cette époque, il aurait sans nul doute été dans ces camps. La position de ces maximalistes était claire. Tant que l'Afrique ne se sera pas unie en totalité organique, elle ne sera pas indépendante. L'unité était perçue comme la condition du développement. Hors de la fédération, point de salut. Pendant la guerre froide, il prônait la rupture avec le système colonial
et un neutralisme positif vis-à-vis de chacun des deux blocs. Cette ligne de démarcation entre vrais et faux panafricanistes persiste au sein de l'actuelle Union africaine, avec l'opposition entre gradualistes et maximalistes. Qui est prêt à abandonner une partie de sa souveraineté pour une autorité continentale? Qui est prêt à se défaire définitivement de toute forme de tutelle extra-africaine? Tels sont les termes du débat. Aujourd'hui, la généralisation de l'éducation et la diffusion de l'information ont permis l'éveil des consciences à grande échelle. Tout le monde se rend compte que le système mondial actuel ne peut pas continuer comme cela, ni pour les humains, ni pour l'écosystème planétaire. Si l'Occident persiste dans cette voie des suicides collectifs et d'impasses généralisées, il nous faut, à nous Africains, faire autre chose de notre génie créateur et inventer de nouveaux modèles. La clé de cette émancipation, c'est la culture, comme le disait Cheikh Anta Diop, pour réveiller les bâtisseurs des nations qui dorment en chacun des enfants de l'Afrique. Il faut instruire ces enfants dans leur langue africaine. En Afrique, après des mouvements sociaux de remise en cause de l'hégémonie occidentale conduits par le peuple alors soumis pour retrouver leur indépendance, c'est aujourd'hui le tour des fils et petits-fils de ces peuples de poser les bases définitives sur le plan scientifique, technique, technologique, organisationnel, économique, social, éthique, qui permettront de hisser leur pays au rang des pays développés ou à tout le moins émergents, et c'est dans le délai le plus court. Cet impératif interpelle tout le monde, dirigeants comme simples citoyens qui, chacun au niveau où il se trouve, doit jouer pleinement et de la manière la plus responsable, la plus positive et efficace possible son rôle dans la fondation de ces bases premières sans lesquelles, comme le dit Abdoulaye Wade, l'Afrique restera encore comme aujourd'hui la dernière dans le peloton des continents, nonobstant l'abondance de ses ressources naturelles. Mais cette arriération du continent africain, qui en fait prend ses origines depuis le 6e siècle avant notre ère, quand l'Égypte, qui jusque-là dominait le monde, perdit la face devant le Perse et tomba ensuite sous la domination romaine, parce que considérablement affaiblie par ses guerres intestines, n'avait jamais pu cesser de progresser. La traite négrière, le colonialisme, le sous-développement ne sont que des conséquences patentes de cette régression à laquelle il importe aujourd'hui de mettre fin, ainsi que ce que Cheikh Anta Diop appelle l'imagerie du noir dans la littérature occidentale et évidemment aussi toutes les autres niaiseries sur l'homme noir que cette situation de régression autorise chez les Occidentaux. En conclusion, chaque peuple gagne son respect auprès des autres peuples du monde par ses propres œuvres qui résultent de ses ambitions, de son ingéniosité, de son génie. L'Afrique doit renaître de ses cendres, mais comment y parvenir? Telle est la réflexion à laquelle doivent se livrer sérieusement tous les Africains, et c'est dans toutes les générations.
des retours sur ces plateaux pour poursuivre avec notre élément, notre thématique du jour, la renaissance africaine, vision et réalité. Les grandes questions que nous nous sommes posées: pourquoi après plus de 60 ans d'indépendance, l'Afrique peine-t-elle à décoller? Pourquoi après 60 ans d'indépendance, l'Afrique peine-t-elle à organiser son intégration politique et à aboutir finalement à un État ou aux États-Unis d'Afrique tel que prôné par le père du panafricanisme africain? Aujourd'hui, l'Union africaine peine à jouer son rôle pleinement parce que dès sa fondation, à l'époque de l'Organisation de l'Unité africaine, l'Union africaine était déjà minée par des dissensions énormes. Deux idéologies se battaient à l'intérieur et dès la fondation de cette organisation qui ont déterminé l'ossature actuelle de l'organisation panafricaine. Nous avions deux groupes opposés. Il y avait les groupes des maximalistes, les groupes de Casablanca menés par le roi Mohamed V du Maroc, et de l'autre côté, les groupes des gradualistes menés par le président Toubman du Libéria. Les deux groupes s'opposaient idéologiquement. Le premier groupe, qui était mené par le roi Mohamed V, prônait la rupture avec l'Occident, posait comme préalable que sans l'unité, sans l'autonomie, il était impossible pour l'Afrique de se développer, prenant comme fond l'adage congolais qui dit « la perruche ne pond jamais en captivité ». Ont-ils eu raison de poser comme préalable l'unité et la rupture avec l'Occident, d'autant plus que 60 ans plus tard, l'Afrique n'arrive pas à décoller, l'Afrique n'arrive pas à être autonome sur l'échiquier politique. Aujourd'hui, l'Union africaine est minée dès l'intérieur par les deux idéologies qui s'y affrontent encore. Et le groupe de Casablanca, mené par Mohamed V du Maroc, était composé de grandes figures du panafricanisme africain, déjà comme le président Nasser de l'Égypte, qui a lutté pour récupérer les canaux de Suez des mains des Anglais et des Français. Nous avons des personnes comme le Premier ministre du Congo, Emery Patrice Lumumba, qui a lutté pour l'indépendance du Congo et qui a déclaré haut et fort que l'indépendance du Congo n'est pas un don de la Belgique, mais un droit fondamental du peuple congolais. Le Premier ministre Lumumba pensait que l'histoire néocoloniale n'est pas l'histoire de l'Afrique, mais que la véritable histoire de l'Afrique sera écrite un jour, mais par les Africains, et sera enseignée aux Africains. Nous avons des personnalités comme le président Kwame Nkrumah du Ghana, dont le pays est le premier de l'Afrique subsaharienne à connaître son indépendance. Nous connaissons sa phrase célèbre « Africa must unite ». Sans l'unité, l'Afrique ne peut pas faire face aux visées impérialistes de l'Occident, aux visées dominatrices de l'impérium occidental et, n'est-ce pas, aux visées manipulatrices de l'idéologie mondialiste qui se cache derrière les institutions financières internationales telles que la Banque mondiale et le FMI et pourquoi pas l'Organisation des Nations Unies. Donc les groupes de maximalistes pensaient qu'il fallait à tout prix être autonome, rompre avec l'Occident pour pouvoir jeter les bases de son développement. Il en est de même du président Sékou Touré qui a prôné la rupture totale avec la France. Sékou Touré aura dit dès son vivant que vaut mieux être pauvre dans la liberté qu'être riche dans l'esclavage. Et donc la position était claire pour lui. La France n'avait pas le droit de continuer à contrôler son pays, à avoir une mainmise sur la politique intérieure de cette nation. Mesdames et messieurs, nous pensons que si la position des maximalistes était celle dominante au sein de l'Union africaine, le visage de l'Afrique serait différent de celle qu'elle affiche aujourd'hui. Dans cette construction de l'Union africaine prônée par tant d'esprits qui voyaient plus loin et qui concevaient l'Afrique comme une grande puissance, exista aussi les groupes des Moroviens, pour lesquels il fallait que l'unité africaine vienne, mais à tout prix, ça devait passer par les compromis avec l'Occident. On les appelait les gradualistes. Ces groupes étaient dirigés par le président William Toubman, qui était entouré par des grandes figures comme le président Léopold Sédar Senghor du Sénégal et le président Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire. Pour les gradualistes,
il n'était pas question de rompre directement les relations avec le maître, l'Occident en l'occurrence. Il fallait s'inspirer de l'Occident, il fallait copier les modèles occidentaux pour pouvoir organiser l'Afrique sous les jurons du maître. Parce que pour les gradualistes, l'Occident était un modèle de référence et qu'on n'avait pas d'avenir si on se séparait de l'Occident. Ils étaient ceux que Malcolm X appelait les esclaves de maison. Le président Tubman était un fervent allié des États-Unis d'Amérique. Et nous le savons avec Senghor qui était un allié de la France. Idem pour le président Houphouët-Boigny. Pour eux, le modèle occidental c'était le meilleur. L'Afrique n'avait donc pas d'avenir en dehors des jurons occidentaux. Il fallait donc y rester. Il fallait donc à tout prix organiser l'Afrique selon l'Occident. Donc d'une manière ou d'une autre, l'Afrique serait une nouvelle Europe, une Europe bis. C'est de cette manière qu'aujourd'hui, puisque c'est cette idéologie des gradualistes qui prédomine au sein même de l'Union africaine, vous savez que l'Union africaine est devenue pratiquement le plagiat de l'Union européenne parce que domine en son sein l'idéologie des gradualistes qui pour eux, l'Afrique n'avait pas d'avenir en dehors du juron du maître, en dehors du système du maître, en dehors des institutions de référence du maître qui servaient de soubassement à l'organisation ou à l'authentification même d'un pouvoir politique africain. Les gradualistes ont conçu l'Afrique pour rester l'éternel second de l'Occident. Les gradualistes ont conçu l'Afrique pour que cette Afrique-là n'émerge jamais, pour que cette Afrique-là ne soit jamais indépendante réellement et qu'elle ne soit jamais autonome. Et donc, aujourd'hui, au sein de l'Union africaine, s'affrontent encore les deux idéologies. Ceux qui reflètent l'idéologie maximaliste. Aujourd'hui, à l'occurrence, le président Laurent Gbagbo, il a été mal vu, désavoué par tous ses pairs et ils les ont extradés à la CPI pour être jugés. Nous avons connu le président Muammar Kadhafi qui marchait sur les traces de ses pairs, de ses prédécesseurs, le maximaliste d'antan qui pensait aussi qu'il fallait à tout prix organiser l'Afrique de manière autonome. Il fallait rompre avec l'Occident, il fallait doter à l'Afrique des institutions de référence qui pouvaient, n'est-ce pas, faire asseoir sa souveraineté vis-à-vis d'autres peuples. Toutes ces figures ont d'une manière ou d'une autre été combattues. Nous avons le président de Burkina, le président Thomas Sankara, qui lui aussi a été assassiné. Pourquoi? Parce qu'il marchait sur les traces de maximalistes qui pensaient qu'il fallait à tout prix rompre avec l'Occident et jeter les bases du développement de l'Afrique. Donc, cette idéologie gradualiste pour laquelle Senghor a dit l'unité africaine, yes, doit avoir lieu, mais graduellement et par cercles concentriques. Où en sont les cercles concentriques? Le Maghreb a une organisation, l'Afrique de l'Ouest a une organisation, la CEDEAO, l'Afrique centrale a le CEMAC, l'Afrique australe a aussi son organisation, il y a CPGL, l'organisation des pays des Grands Lacs, il y a tous ces pays à la SADC, tous ces cercles concentriques que prônait le président Senghor sont en réalité un frein à l'intégration politique du continent africain. De cette analyse émergent non seulement des perspectives pour la renaissance de l'Afrique, pour le décollage de ces continents, pour sa réalisation et la réminiscence même de l'idée égyptique, nous allons y revenir, mais il y a aussi d'énormes contradictions qui justifient l'état actuel d'impasse que connaît le continent africain. Déjà à la base, l'Afrique qui existe, on n'en parle pas. Il y a un réel problème de communication sur les réalités que vivent au quotidien de milliers d'Africains qui fuient leur continent pour aller chercher un Eldorado dans un vieux continent africain, dans un vieux continent européen qui n'offre aucune perspective d'intégration, de progrès pour des milliers d'Africains qui très souvent finissent leur vie au fond de la mer Méditerranée. Les Africains n'ont pas de perspective. Les Africains abandonnent leur continent pour aller dans d'autres continents, pour aller chercher le mieux vivre. Parce que dans leur pays d'origine, les conditions ne sont pas organisées
pour leur progrès, pour leur épanouissement. Donc, en réalité, l'Afrique qui existe réellement, on n'en parle pas. L'Afrique des possibilités énormes, l'Afrique des grands exploits, l'Afrique qui a donné au monde la première culture civilisatrice, l'Égypte antique, l'Afrique qui a fécondé les cultures des nations, l'Afrique qui a fécondé les savoirs des peuples, l'Afrique qui a donné à l'humanité le base de son développement et de son rayonnement. Cette Afrique, on n'en parle pas. D'ailleurs, lorsqu'on en parle, on attribue ses prouesses à d'autres peuples. C'est ainsi que règne au sein même de l'idéologie égyptique deux tendances. Il y a les négro-égyptiques, ceux qui pensent que l'Égypte était nègre, et il y a ceux qui pensent que l'Égypte était de blanc ou un autre peuple, mais pas les noirs. Tous ceux qui dénient aux noirs, à l'homme noir, toute prouesse scientifique, ceux-là pensent que l'Afrique ne peut rien produire de bon. Cette Afrique doit rester éternelle. Donc, il y a un problème de communication. Alors, l'Afrique qui existe réellement, on n'en parle pas, mais l'Afrique dont on parle n'existe pas. Ce qui fait que l'image que le monde a de l'Afrique, ce n'est pas la réalité que vivent les Africains au quotidien. Donc il y a un réel problème de communication. La vie que mènent les chefs d'État dans le palais, en tant qu'esclaves de maison, ceux qui perroquettent les idéologies occidentalistes, tous ceux qui mettent en place, qui obéissent aux ordres de l'Occident pour empêcher que l'Afrique décolle. Ce qu'ils vivent est considéré comme réalité des Africains, alors que les Africains, dans leur majorité, sont privés de leur liberté, sont privés de leurs droits, n'ont pas accès à l'eau potable, n'ont pas accès à la lumière, n'ont pas accès à la scolarité, n'ont pas accès à une alimentation décente, n'ont pas accès à l'habitat. Ces milliers d'Africains sont coupés de leurs droits et de leur liberté. Ces Africains ne jouissent pas de l'immense richesse de l'Afrique. Ces Africains se sentent exclus simplement. Deuxième paradoxe, c'est que l'Afrique produit ce qu'elle ne consomme pas et consomme ce qu'elle ne produit pas. L'Afrique consomme les poissons, les riz importés qui viennent de loin, qui passent 2, 3, 4 mois dans le bateau, qui ont déjà perdu les éléments nutritifs essentiels à la santé et qui inondent le marché africain simplement parce que nous n'avons pas un bon système de douane pouvant réguler sur l'entrée de ces produits périmés. On retrouve sur le marché africain même des produits pharmaceutiques périmés qui détruisent les Africains, même des produits qu'on ne peut pas vendre ailleurs, mais qui sont vendus en Afrique simplement parce que l'autorité de régulation est corrompue ou manque les outils adéquats pour pouvoir surveiller l'entrée de ces produits. À l'encontre, l'Afrique regorge des lacs parmi les plus poissonnés au monde. Mais cette Afrique-là meurt de faim. Cette Afrique-là n'arrive pas à approvisionner son marché local. Le pays africain, à eux seuls, n'arrivent pas à constituer un marché local. Tout ce qu'ils produisent part à l'étranger. Ils produisent pour le marché européen, pour le marché mondial. Mais alors, ce sont les restes qui inondent le marché africain, les produits de moindre qualité que les Africains peuvent utiliser. Donc ce paradoxe-là, d'un continent le plus riche, qui a tout, mais qui manque de tout, nous interroge sur les rôles que joue l'Union africaine pour la destinée future de cette Afrique. Il faut que les intellectuels réfléchissent là-dessus. Il faut pousser les élites aujourd'hui à prendre des décisions qui pourront demain faire émerger une autonomie institutionnelle, politique, économique et culturelle pour les générations futures. Et si cela n'est pas fait aujourd'hui, alors, comme j'ai l'habitude de le dire, l'Afrique se réveillera trop tard lorsque son sort aura été irrévocablement scellé. En conclusion, nous disons qu'on ne peut pas arriver à la renaissance africaine si l'on ne pose pas comme fondement une base égyptique. C'est-à-dire, l'Europe a pu connaître sa renaissance lorsqu'elle est retournée à ses racines gréco-romaines. Aujourd'hui, on parle du gréco-romanisme comme la base du développement actuel de l'Europe. Comme
comment peut-on parler de la Renaissance africaine si on oublie l'origine historique des Noirs? Les Noirs sont les descendants des bâtisseurs de pyramides. L'on ne peut pas renaître identitairement, politiquement et culturellement si on omet la source qui nous a produit, d'où nous venons, alors nous serons incapables de savoir où on va. Il faut d'abord commencer par retourner à la source avant de se projeter dans l'avenir. Ça, c'est de 1. De 2, on ne peut pas parler de la Renaissance africaine si à la base, il n'y a pas deux choses. Premièrement, le renouvellement de la pensée élitique et deuxièmement, le renouvellement de l'élitisme dirigeant. C'est-à-dire, il faut d'abord retourner à la source. De 2, il faut redéfinir la pensée qui définit l'Afrique. Cette pensée qui nous a porté depuis la création de l'Union africaine, c'est la pensée gradualiste. Nous devons nous en passer. Cette pensée de la colonisation, c'est-à-dire l'homme africain se regarde par rapport aux ouailleurs. Ce qui vient de l'Occident est mieux que ce que produit l'Africain. Ça, ce sont des ouailleurs. Il faut redéfinir l'Afrique. L'Afrique doit être redéfinie par une pensée génitrice de l'identité africaine, authentique. De 2, il faut renouveler l'élitisme qui incarne cette pensée. Et si on n'arrive pas à redéfinir les deux choses, c'est-à-dire la pensée élitique et l'élitisme qui opère, qui dirige, qui conduit les destinées de l'Afrique, nous n'arriverons jamais à obtenir la Renaissance africaine. Donc, c'est très important que l'on sache que la Renaissance africaine restera un vain mot aussi longtemps qu'on ne parviendra pas à faire ce saut vers notre passé, à puiser dans notre passé égyptique notre identité, les repères et les valeurs de notre identité et les actualiser dans un présent conscient. C'est-à-dire qu'il y a une génération de personnes, hommes et femmes, qui prennent à bras le corps les problèmes de l'Afrique et qui réfléchissent sur son devenir. Ceux-là font un travail de retour à la source, prennent les enjeux actuels et actualisent la pensée égyptienne afin de projeter l'Afrique dans un devenir qui sera autonome, indépendant et qui sera coupé de toute velléité de domination extérieure. C'est ça le travail que doit faire l'élite africaine d'aujourd'hui. Mesdames et messieurs, c'était un grand plaisir de vous tenir compagnie à travers cette émission Vision d'Afrique. Vous pouvez nous écrire à travers les adresses qui sillonnent en bas de l'écran. Aidez-nous à améliorer cette émission afin que nous continuions de vous servir. C'était un grand plaisir de vous savoir nombreux à nous suivre. Restez scotchés sur votre chaîne Panafrique Télévision. À la prochaine.